I apologize for that. That was a long introduction. I can make it very small. I am Tunisian, and I see that most of the people here are Tunisians. I have a passion for AI. I studied AI, and then I realized that, oh, there's something interesting about this technology. I feel like it's going to revolutionize some industries. And I started noticing this when I was doing my master. So I said, you know what, I'm going to only do AI in my career. And whenever someone asks me to do something else, I will say, hey, my focus is AI. I want to deep dive into this field. And this is how my passion grew into this field. So just 1 minute, Rihan. I will ask attendees if everything okay for your micro, because I have a bad feeling about. Can people hear me? All good? All right. Everything okay? Perfect. All right. Okay. So let's go. So thank you so much, first of all, for everyone who stayed. I know that troubleshooting on a Saturday evening instead of going to a coffee shop or having desserts with family is really something interesting. So thank you so much for doing it. Thank you so much for providing some time to learn more about generative AI technologies. So currently, I work as a customer engineer slash specialist in artificial intelligence at Google Cloud. Recently, I was in Montreal. I just moved to Toronto. And as part-time, I work as a research engineer at Google DeepMind. So the goal of today is to share with you the latest technologies that Google Cloud is offering in terms of generative AI solutions. And why I would like to share with you that, so let me move this slide. It's mainly, I saw that there are many students, many instructors, and I saw that there are many statisticians, and I think that there is value in this technology because in the past, and I should probably say this in French, dans le passé, quand j'étais étudiante, c'était différent l'intelligence artificielle. Donc, il fallait qu'on recrute un PhD, souvent, qui maîtrise les mathématiques, qui maîtrise l'algorithmique et qui est capable de travailler pendant 6 mois à 9 mois à mettre en place un modèle d'apprentissage machine. Et souvent, ces modèles-là ne vont pas tout le temps en production. Donc, ils sont en phase de test, ils sont en phase d'hypothèse. Et donc, on ne réussit pas à avoir le fruit de ces modèles-là. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle a beaucoup changé. Pourquoi? Parce que les géants de la technologie, ils ont décidé de créer des modèles gigantesques, qu'on va en parler aujourd'hui, et ils les ont entraînés sur énormément de données, beaucoup plus grands qu'on peut l'imaginer. Et ce que ça fait que maintenant, à la place d'avoir un modèle qui n'a jamais été entraîné, et on lui fournit des données pour que ça soit entraîné sur nos propres données, aujourd'hui, on a des modèles pré-entraînés sur toutes les données que Google ou d'autres providers ont décidé d'entraîner le modèle sur ça. Et comme ça, ces modèles-là ont beaucoup plus de capacité et tout le monde peut les utiliser. Donc aujourd'hui, je vais parler de ces modèles-là et je vais parler comment c'est beaucoup plus accessible à tout le monde. Donc même s'il y a quelqu'un ici qui ne comprend rien de l'intelligence artificielle, je pense qu'il y a du contenu qui pourra vous aider dans le futur, que ce soit vous êtes étudiant, que ce soit vous êtes instructeur, que ce soit vous voulez développer l'intelligence artificielle. Je pense qu'on va trouver du contenu qui peut-être sera intéressant pour vous. Donc c'est quoi l'agenda d'aujourd'hui? L'agenda, c'est que tout d'abord, on va faire une petite introduction de ce que c'est l'IA générative. Par la suite, je vais faire une petite alerte pour comparer c'est quoi les besoins entreprises ou institutions universitaires, parce que là, je vois qu'il y a pas mal d'instructeurs, et les besoins des particuliers comme toi et moi, Samy, quand on est à la maison et quand on veut tout simplement utiliser un chatbot très facile. Donc ça, on va faire la différenciation d'abord. Par la suite, on va parler des technologies. C'est quoi les différents modèles? C'est quoi les différents outils? Pour ceux qui savent comment développer ou écrire du code et pour les gens qui ne veulent rien faire avec du code. Et à la fin, on va parler des cas d'utilisation. Ces cas d'utilisation vont
hopefully, raisonner avec vous et ils vont être plus pertinents par rapport au reste de la discussion parce que c'est là où vous allez commencer à avoir des idées d'affaires ou des idées de les implémenter dans vos projets. Donc, commençons d'abord par une citation qui m'inspire personnellement. Et je peux quand même me poser la question, pourquoi tout le monde est là aujourd'hui? On est combien de personnes aujourd'hui? On est 72 personnes. Pourquoi on s'intéresse à l'intelligence artificielle? C'est parce que on pense qu'il y a du potentiel dans ces technologies. Eh bien, c'est vrai. D'ailleurs, mon boss, Sundar, il a dit que I have always thought of AI as the most profound technology humanity is working on. More profound than electricity or fire or anything that we have done in the past. Donc, si à une époque de notre vie, l'électricité ou le feu, peut-être qu'on n'existait pas encore, a commencé à changer la façon avec laquelle on vit, pensez à l'intelligence artificielle, elle va révolutionner nos vies d'une manière encore plus exponentielle. Donc c'est pour ça que c'est important aujourd'hui, même si on ne pratique pas l'intelligence artificielle, d'être au courant de ces nouveautés pour qu'on puisse l'utiliser. Et ça va même impacter différentes industries et même nos vies au quotidien. Donc, qu'est-ce que c'est l'IA générative? Et là, je vais poser la question, je vais attendre 1 minute pour voir s'il y a des réponses sur le chat. Peu importe la réponse, il n'y a pas de mauvaise réponse. Je veux juste savoir votre compréhension sur le sujet. Qu'est-ce que vous pensez que c'est l'IA générative? Est-ce qu'il y a des réponses? J'imagine qu'on est en train de taper. It's a generation of a certain distribution. Okay. What type of distribution? Générer des données nouvelles issues de l'apprentissage passif. C'est une bonne définition aussi. Donc, on est en train de générer de nouvelles données. L'IA générative, c'est un type d'intelligence artificielle. En fait, c'est une branche de l'intelligence artificielle qui est spécialisée dans la création de nouvelles choses. Donc, de nouveaux contenus. Ça peut être de nouvelles images, de nouvelles vidéos, du texte, de l'audio, du 3D, et qui sait, peut-être de nouvelles choses dans le futur. Donc, c'est une technologie qui nous permet de générer des choses que même le modèle n'a pas vues au passé. Quelque chose qui est inspiré de la combinaison d'apprentissage que le modèle a eu dans le passé. Maintenant, avant de parler de l'IA générative précisément, je vais arrêter le partage pour un instant et j'aimerais vous montrer une petite vidéo. Donc, je vais repartager mon écran. Et j'aimerais que vous vous concentrez sur les capacités que cette vidéo est en train de démontrer, parce que tout ça, maintenant, ce n'est plus de la science-fiction, c'est de la nouvelle réalité que j'aimerais que peut-être réfléchissez un peu sur les capacités qu'on est en train de présenter dans cette vidéo-là. Catch me on a roll. Come say hello. 3, 2, 1, let's go. Yes, yes, yes. Come say hello. 3, 2, 1, let's go.
You got this. Let's go. Is a hot dog a sandwich? And the answer is Yes. no. Yes. No. Make 'em talk like whoa, 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 whoa. I'ma make 'em talk like. I'ma make 'em talk like whoa. Pourquoi je vous ai montré cette vidéo? Parce que aujourd'hui, Google est en train d'insérer toutes les capacités d'IA générative dans Google Search. Je pense qu'il y a personne dans cette salle qui n'a pas utilisé Google Search ou YouTube ou Google Maps ou Google Translate. Donc, Google a inventé les transformers, qui sont les transformateurs, qui est l'architecture derrière les large language models. Et donc, elle a inventé le tout premier large language model. Et aujourd'hui, on est en train d'insérer l'IA générative un peu partout. On est en train de parler d'une expérience client qui est quasiment incroyable. N'importe quelle question qu'on est en train qu'on peut écrire, on va avoir des résultats créatifs, des résultats sous type de vidéos, d'images, des résumés en quelques secondes, parce que cette technologie est tellement puissante que elle est capable de retourner des résultats dans Search qui peuvent nous inspirer même sur un aspect de tous les jours. Pourquoi j'ai montré cette vidéo? Parce que les modèles qu'on est en train d'utiliser dans cette vidéo sont exactement les mêmes modèles qu'on est en train d'offrir à nos clients. Donc, tout ce que vous voyez dans la vidéo, je ne suis pas en train de dire que vous allez l'implémenter du jour au lendemain, mais vous êtes capable de l'implémenter. Donc, on va passer maintenant à la différence entre les modèles qui sont, ou les outils qui sont définis pour les entreprises et les outils qui sont définis pour les consommateurs. La différence, c'est que les consommateurs et les entreprises ont des besoins différents. Donc, si Rihanna, aujourd'hui, décide d'aller en Italie et elle a besoin de recommandations, sans réfléchir, elle va prendre son téléphone, elle va poser la question à Bard ou à un autre outil, elle va dire « Donne-moi le café le plus fréquenté ou la meilleure pizza à Naples. » Et directement, je vais avoir une réponse. Donc là, je ne me soucie pas si le coût va être élevé parce que je suis en train soit de rien payer avec Bard ou je paye un abonnement qui n'a pas un prix très élevé. Et je ne me soucie pas aussi de la sécurité des données parce que je ne suis pas en train de donner des données personnelles. Alors que si je suis une entreprise ou si je suis une institution de recherche, j'ai d'autres critères de définition sur quel outil d'IA générative je vais utiliser. Donc, la toute première chose que je vais te demander, surtout si je parle des entreprises qui ont des données confidentielles de leurs propres utilisateurs, est-ce que le cloud provider ou cet outil ou cette solution que je suis en train d'utiliser est en train de contrôler mes données d'une manière sécure? Est-ce que mes données vont être utilisées par quelqu'un d'autre? Est-ce que mes données vont être vues ou visualisées par d'autres organismes? Donc ça, c'est une question qui est valable pour les entreprises ou pour les institutions de recherche. Est-ce que si j'utilise moi-même, mais aussi 1000 autres employés, le coût va être le même? Certainement pas. Donc, il y a une question de coût qui va aussi se poser ici. Comment je m'assure que les résultats ne sont pas, que le modèle n'est pas en train d'halluciner? C'est aussi une question très importante pour les entreprises. Donc, les entreprises ont des besoins très différents des particuliers parce que on s'inquiète de la sécurité, on s'inquiète de la précision, on s'inquiète du contrôle des données et on s'inquiète des coûts. C'est pour ça que, avant de commencer de montrer quoi que ce soit aujourd'hui, je voulais vous dire qu'il faut faire attention à ne pas utiliser les solutions qui sont faites pour les consommateurs, qui sont disponibles gratuitement dans vos besoins entreprise ou dans votre travail, parce que ces modèles-là n'ont pas exactement les mêmes mesures de confidentialité et ils peuvent être réentraînés sur vos données, ce qui peut faire de grosses gaffes, surtout pour les entreprises comme Samsung, et ça s'est passé, ils ont dû bannir un certain outil de leur entreprise parce qu'ils ont partagé leur code source. Donc, je voulais parler de ça avant de commencer à parler de nos technologies. Donc, à Google, c'est quoi notre mission? Notre mission en tant que telle, est très simple. On veut rendre l'IA
helpful. On veut que ça peut aider tout le monde, que ce soit un expert en IA ou un utilisateur en IA. Donc, on est en mesure aujourd'hui d'aider les particuliers et les entreprises à que ce soit créer du nouveau contenu avec l'IA générative, synthétiser des informations, on va voir des cas d'utilisation, automatiser des process, et je suis certaine que pas mal de vous êtes en train de faire des tâches manuelles répétitives qui prennent beaucoup d'efforts. Donc, on peut vous aider aussi à automatiser ça, mais surtout, on veut créer des expériences clients qui sont engageantes. Donc, c'est quoi les technologies qu'on est en train d'offrir aujourd'hui? Et je vais ici parler un petit peu en anglais. We have two types of classifications for our AI use cases. The first one is how can we help people to build AI services? And the second one, how can we help people use AI services? And this is why we present two types of services, Vertex AI and Duet AI. So Vertex AI is like Disneyland for people who like to build AI. So it's a platform that existed for a long time now, but we added all of our generative AI models into it so people can play with our models, use the APIs, but also build their custom models. Duet AI, in the counterpart, is a tool where you have an AI assistant. But this AI assistant is different from the consumer-based solutions that you have. This AI assistant has all the capabilities for enterprise-grade level. It allows you to ask any question you have, generate any content you want in a very secure and safe way, and will also provide you with all the information needed with regards to the cost. So if there's anything to retain today, it's Vertex AI and Duet AI. It's not as popular as the names of models, unfortunately, because the marketing doesn't extend to the solutions, but the bigger solutions are Vertex AI and Duet AI on Google Cloud. So Vertex AI is our platform that runs on our world-class AI infrastructure, including a global network and advanced TPUs and GPU capabilities to help any AI builder or developer train and serve their models. So everyone is using Google Maps or Google Search or YouTube. The same services that you're using are running on the same infrastructure that we're providing for customers to use. So Vertex AI is also using our TPUs and our GPUs. So on top of this infrastructure, Google is also building a multi-model foundation models that is right now supporting chat, text, code, image, and speech. I'm not going to deep dive into this. It's probably too technical for some of you, but we do have a variety of models that we are going to specify each of these services today. One of the models that got very, very popular recently is called Pound 2. So Pound 2 is a large language model that has 340 billion parameters, and it was trained on 3.6 trillion tokens. It had a huge performance review, and we realized that, okay, this is a great model. We're going to use it everywhere. So we made it optimized to different tasks and different sizes. So we used Palm 2. We found that Palm 2 was performing really well, and we said, okay, you know what? We are going to fine-tune this model and create very specific models. And I want you now to think about each of your industry, because if we use Palm 2 to create two models, one for healthcare and one for cybersecurity, then it means that you can also use other or different models or the same model for different specific industries. So MedPound is right now used by actually the biggest research institutions in the world in the medical field. It's the only model that achieved, I believe, 92% score into getting the medical exam score to get into medical universities in the US. And SecPalm is also a model known for its high capabilities into recognizing cybersecurity threats. On top of that, we do have different models that are not as popular, but that have a huge impact on our day-to-day lives.
So the first one is Imogen. Imogen is one of my favorite models because it's a model that is able to generate images. So it helps you not only generate images using one prompt, but also you can edit some of these images. I will give you some examples. Par exemple, vous êtes en train de travailler dans le marketing ou vous êtes en train de chercher comment faire un logo et vous n'avez pas les ressources pour aller prendre des photos à l'extérieur. Mais vous avez déjà un produit, je suis en train de chercher un produit ici, vous avez déjà ce stylo-là, mais vous voulez que ce stylo va être photographié dans le désert ou à côté de la mer ou peu importe. So Imogen va prendre ce stylo-là, donc vous allez prendre quelques photos de ce stylo et vous allez dire je veux que ce stylo soit dans ce cadre-là, je veux que vous rajoutez le logo de mon entreprise, je veux que vous faites ça, etc., etc. Donc Imogen est capable de faire ça d'une manière incroyable. Je vous invite à le tester et on a même une nouvelle version qui est encore beaucoup plus avancée qui est Imogen 2. Chirp est actuellement le meilleur modèle qui existe sur le marché au niveau du speech-to-text. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que c'est un modèle qui est capable de reconnaître la voix des individus en plus que 300 langages. Je ne savais pas qu'il y avait 300 langages qui existent dans le monde, mais on a pris en considération aussi les dialectes. Donc, que ce soit un français québécois ou un français français, ce modèle est capable de reconnaître la voix, les mots, même s'il y a énormément de bruit dans le background. Je vous donne un exemple. Vous êtes par exemple en train de travailler dans un centre d'appel et vous voulez analyser tous les appels qui se sont déroulés durant les derniers 3 mois. Donc, Chirp, ce qu'il est capable de faire, c'est qu'il va prendre tous ces recordings, tous ces enregistrements, et il va pouvoir les transcrire d'une manière très très précise, même si le dialecte est d'un pays qui n'est pas très populaire, d'une précision à peu près de 92%. Et donc, il est capable de transcrire ça. Et par la suite, vous pouvez utiliser Palm 2 ou d'autres modèles que je vais présenter pour faire un résumé de ce que cet appel, comment ça a été. Est-ce que le client a été satisfait? Est-ce que le problème était sur le fonctionnement ou sur l'opération d'un certain produit ou un service? Donc, avec ces modèles-là, j'aimerais que vous réfléchissiez comment je peux les utiliser dans mon business ou dans mon travail de tous les jours. Si j'ai un modèle que je peux utiliser ou accéder à tous les jours pour me générer des logos, pour me générer des images, pour éditer des images, et un autre modèle qui va pouvoir peut-être lire si je suis étudiant, je pense que le premier cas d'utilisation va être, il y a énormément de vidéos YouTube qui sont intéressantes, mais je n'ai pas le temps de tout les écouter. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je vais peut-être enregistrer ces vidéos, les télécharger et par la suite, je vais demander à ce modèle de les transcrire pour moi d'une manière instantanée et par la suite, je vais utiliser Palm 2 ou Gemini pour résumer ces vidéos-là ou même des cours auxquels vous assistez. Comme ça, vous apprenez beaucoup plus rapidement et vous sauvez beaucoup de temps. Donc ça, c'est comment j'aimerais que vous pensiez à ces modèles-là parce que tous ces modèles-là sont generally available, donc ils sont accessibles à tout le monde. Le troisième modèle, c'est Cody. Cody, c'est un modèle pour les développeurs. Donc c'est un modèle qui te permet de poser n'importe quelle question que vous aviez sur le développement. Donc je vais vous donner un exemple. J'aimerais développer une fonction en Python qui va m'aider à faire un call API de ça et ça. Le modèle va instantanément aussi vous générer du code qui fait ça. Il est disponible en 12 langages de programmation, peut-être plus maintenant. Il va falloir revérifier. Mais il est capable de générer du code, de compléter du code, d'éditer du code, mais aussi de documenter du code, surtout si vous commencez un nouveau travail et que le code n'a pas été très bien documenté. Donc, je sais que c'est une frustration pour beaucoup de développeurs, beaucoup de data scientists ou machine learning engineers, si on en a aujourd'hui sur le col. Donc, c'est pour ça qu'on a des modèles qui sont précisément faits ou spécifiquement faits pour des besoins qui sont faits pour les développeurs.
Je vois que il y a une ou des questions, mais je t'écoute. Je vais faire une petite pause comme ça. J'écoute vos questions. Si vous en avez d'autres aussi, n'hésitez pas. Je vais m'arrêter un petit peu et prendre des questions. Je n'ai pas fini la présentation, mais je vais m'assurer que tout le monde a bien compris. Et Attends, je vais lui donner la parole. Attends, juste, comme ça, elle peut poser la question oralement. parfait. Allez, vas-y, Bonsoir, Maheb. Aslema, bonsoir. Ah, c'est moi. Alors, Maheb Namor, docteur en marketing, j'enseigne à la fac en Allemagne et je travaille dans la cybersécurité. Vous m'avez touché aujourd'hui avec la thématique. Hier, j'avais dans le cours à la faculté, par hasard, donc la partie de mon cours hier, elle parlait de Google Ads SEA by Google. Et on avait évoqué la partie smart bidding, l'intégration de l'intelligence artificielle dans SEA by Google. Et la question qui se pose, auquel point la technologie Max Performance, Max Google SEA et Smart Bidding respectent les techniques les standards de la cybersécurité et les rôles de marketing éthique. Voilà. Mhm. C'est une très bonne question. Google Ads, c'est une autre entité. Donc, elle est un peu différente de Google Cloud. Je suis contente qu'il y a du mouvement qui se passe dans le bidding et dans le marketing de façon générale. Malheureusement, je ne travaille pas sur ces technologies-là. Donc, c'est probablement, il utilise l'IA générative d'une manière ou d'une autre en utilisant les modèles. D'une façon, si on parle d'éthique d'une manière générale à Google, je peux te confirmer qu'on a des principes à respecter et qu'on n'a pas le droit même de faire des projets qui ne respectent pas certaines règles. Pour ce produit en particulier, je ne sais pas, mais je peux me connecter ultérieurement avec toi et peut-être faire quelques recherches sur ce produit en particulier et voir ce qu'ils font, voir ce qu'ils utilisent et partager avec toi aussi les règles qu'on est en train d'utiliser. Mais ce que je peux te dire aujourd'hui, et si ça peut te réconforter, c'est que les transformateurs, qui est la technologie derrière l'IA générative, a commencé en 2017. Mais on a commencé à voir seulement des modèles de Google d'IA générative qu'en début 2023. Pourquoi on a retenu ces modèles pendant plusieurs années? C'est parce qu'on a passé plusieurs années à tester les modèles et particulièrement un modèle qui s'appelle Lambda pendant 2 ans avec des partenaires pour qu'on s'assure que nos données ont été anonymisées et que le modèle soit entraîné sur des données qui ne sont pas confidentielles, contrairement à d'autres modèles qui, par la suite, ils ont eu des problèmes légaux parce qu'ils ont été sur des données, ils ont été entraînés sur des données personnelles, confidentielles, etc. Donc, ce que je peux te dire et te confirmer, c'est que on est très, we're very careful avant de produire quoi que ce soit et avant de lancer quoi que ce soit d'une manière publique, que ça respecte les lois d'éthique, mais aussi, surtout, les droits personnels et la confidentialité des individus. Est-ce que ça répond un petit peu à ta réponse? À ta question? Je n'arrive pas à t'entendre, mais... Oui, maintenant j'ai le micro. Merci beaucoup. Oui. Très bien, on peut se connecter tout à l'heure, D'accord. Mehek. Donc, je ne vais pas juste prendre le temps, mais je veux bien, si ça vous reste un peu de temps, nous parler peut-être de l'intégration de l'intelligence artificielle. Vous avez une idée si Google intègre l'intelligence artificielle dans les techniques de eye tracking? Parce que ça va m'aider dans le laboratoire de recherche là où je travaille. Merci beaucoup. Voilà. Merci, mais si tu veux, parce que c'est des questions qui sont un peu très spécifiques dans ton domaine, j'aimerais que tu m'envoies un message sur LinkedIn. Comme ça, moi, je peux contacter mes collègues qui sont dans les départements spécifiques à ce que tu demandes. Et comme ça, je peux te revenir avec une question précise au lieu de faire des guesses qui ne peuvent peut-être pas être les bonnes réponses.
Très bien. Je vois une autre question. Pourquoi choisir Google Cloud pour faire de l'IA générative at scale dans une entreprise n'ayant pas l'offre AI de Microsoft ou AWS? Quel est le point fort de GCP par rapport aux autres cloud providers en termes d'infrastructure? Est-ce que l'infrastructure de GCP en termes de GPU est prête pour accueillir les use cases at scale des clients à grande échelle comme Schneider, L'Oréal, Total Energy? C'est une très bonne question et je pense que certains de ces noms sont déjà des clients de Google. Donc, pourquoi on utilise Google Cloud? Moi, je dirais parce que Google Cloud, c'est pas seulement un cloud provider, mais on est en train d'agir comme un organisme là où il y a différentes entités qui rentrent en place. Aujourd'hui, je n'ai pas ça dans la présentation, mais j'aimerais que, le nom c'est Soulaima, peut-être que tu regardes un petit peu les dernières inventions de Google DeepMind et de Google Research. Donc, Google Cloud utilise souvent les dernières inventions de recherche de Google DeepMind et de Google Research. Je pense qu'on est l'organisme qui a publié le plus grand nombre de papiers de recherche dans le secteur de l'intelligence artificielle et particulièrement en IA générative. Et en même temps, on n'agit pas en tant qu'organisme qui lance un modèle. Donc, tu ne connais pas Google parce qu'elle a Gemini ou elle a Palm 2. Tu connais et tu apprends à connaître Google parce que c'est une plateforme. D'ailleurs, je viens de parler de Vertex AI. Cette plateforme-là est une plateforme qui est enterprise grade. Aujourd'hui, c'est rare de voir des plateformes qui ont non seulement des modèles fondationnels de Google, mais aussi des modèles open source. À Google, on a les deux. On a les modèles Google qui ont été inventés, développés et entraînés sur Google Cloud et donc sont disponibles pour tout le monde aujourd'hui. On a des modèles de nos partenaires qui sont disponibles sur Google Cloud. Et on a des modèles open source que nos utilisateurs peuvent utiliser. Au niveau de l'infrastructure, non seulement on a les GPU de NVIDIA, mais on a aussi notre propre infrastructure qui est les TPU. Et on vient récemment de lancer TPU v5e pour s'assurer que nos entreprises peuvent entraîner, mais aussi servir leur modèle at scale. Donc, ça, c'est high-level response to your question, Soulaima. Il y a pas mal d'autres aspects, surtout au niveau de la sécurité chez Google Cloud. Donc, on s'assure que vos données sont vos données et nous, on encrypte vos données, que ce soit en transit, in rest, in transit et même en prompt. Personne n'a accès à vos prompts, personne n'a accès à vos réponses. Donc, la sécurité est aussi d'une importance, d'une très grande importance. On n'est pas aujourd'hui pour comparer modèle par modèle ou plateforme par plateforme, mais ça, c'est les axes majeurs qui font que nos clients font confiance à nos solutions. Aujourd'hui, il y a Gemini, qui est le plus grand modèle dans le monde, le plus large, le plus capable que je vais présenter tout à l'heure. Demain, il va y avoir un autre modèle. Donc, on ne s'arrête pas ici. On est vraiment un organisme qui lutte et travaille très fort pour qu'on fournisse nos clients toujours avec les dernières fonctionnalités. En plus de ça, je vais rajouter une dernière chose pour répondre à ta question, c'est que on voit pas mal d'entreprises qui offrent pas mal d'API, mais on ne parle pas de enterprise grade, on ne parle pas de migrer ces modèles-là en production, alors que Google aujourd'hui fournit même des outils pour évaluer ces modèles, pour évaluer les modèles, non seulement la précision et l'accuracy, mais si jamais le modèle fait un drift dans la performance, on a un service qui s'appelle AutoS by S, qui va permettre à nos utilisateurs d'évaluer la performance des modèles qui sont utilisés sur notre plateforme. Et par la suite, on a aussi des services de monitoring pour qu'on ait tout l'aspect de A à Z si quelqu'un voudrait migrer du prototypage jusqu'à la production. Donc, c'est une plateforme qui est vraiment complète et qui est en fait faite particulièrement pour les entreprises, que ce soit au niveau de la sécurité, infrastructure, monitoring et scalabilité. Donc, j'espère que ça a répondu à tes questions, Soulaima. Tu me diras. Je suis en
train de lire. Une très bonne question de Wael Haji. Does the customer have the legal ownership of the generated content, or does Google keep the intellectual property over the content? It's a very good question. I recommend you read a little bit about Google indemnisation policy. C'est quelque chose qu'on vient de sortir récemment sur certains de nos modèles pour couvrir un peu tous les risques légaux liés au contenu généré par nos modèles. What is Google's stance on the open source, closed source conflict when it comes to generative models? And what is your personal opinion on the future of open source models? Google est totalement in and supportive of open source. D'ailleurs, peut-être un autre jour, je pourrais vous montrer, on a un service qui s'appelle Model Garden. Et ce Model Garden a plus que 130 modèles pour tous les gens ici et ailleurs et nos clients entreprises pour les utiliser. Si vous scrollez sur LinkedIn, vous allez voir que tout le monde est en train de parler de quelques modèles. On parle des modèles de Mistral, de Llama 2, on parle de Palm, on parle de Gemini, on parle de GPT-4, alors qu'il y a énormément, un nombre beaucoup plus grand de modèles qui existent aujourd'hui. C'est pour ça que Google a créé le Model Garden et il y a une grande section qui est tout simplement faite pour les modèles open source. Donc, vous pouvez utiliser les modèles open source sur nos plateformes entreprises pour vous garantir toute la sécurité qui vient avec ces modèles-là. Donc, pour moi, il n'y a pas vraiment un conflit. Il faut juste que la personne utilise le modèle qui convient le plus à ses besoins. Donc, si vous avez des besoins qui ne sont pas très avancés et qu'un modèle open source peut faire l'affaire, un tout petit modèle, pas beaucoup de paramètres, pas beaucoup d'infrastructures pour servir ce modèle-là au long terme. Donc, pourquoi pas l'utiliser? Et il est disponible. Si vous avez des besoins un peu plus compliqués, beaucoup plus élevés, avec de l'infrastructure beaucoup plus demandante, donc vous pouvez aller avec des modèles plutôt foundational ou fondationnels. Le futur du open source model, je pense que it's a bright future. J'encourage les entreprises comme Meta ou d'autres qui ont fait que leur modèle soit open source. Je pense que ça va aider les développeurs, ça va aider la communauté. C'est comme ça qu'on avance et c'est pour ça que Google, en premier lieu, a partagé l'invention des transformateurs pour que tous ces modèles-là existent aujourd'hui avec ce papier de recherche qui s'appelle « Attention is all you need ». Ok, donc je pense que j'ai répondu à certaines de ces questions-là, donc on va continuer avec notre contenu. Et là, je voulais parler aussi de Model Garden que je viens de mentionner. Donc, c'est quoi le Model Garden? Le Model Garden, comme vous le voyez ici, c'est comme un jardin. It's like a garden, but instead of having flowers, we're having models. And for every individual, there are different needs. So if you would like to use your model on speech or tabular data or vision data or language or both language and image, then you just have to click on the different, the modality that you would like to use. If you'd like to do classification, entity extraction, whatever your need is, you'll find a button there. So you can pick your model based on the modality, based on the task, based on the feature. As you can see here, you can pick your model whether it requires fine-tuning or you'd like to just use an API. So all of these models are available for you. So the Model Garden is like a garden where all of our models exist, all of our partner open source models exist, and we just launched a partnership with Hugging Face for people who are used to using Hugging Face models, open source models. You can also find them on the Model Garden, but you also get the perks of security that Google Cloud provides for you. So what else? Oh yes. The exciting or most exciting part for me is to talk about Gemini. So what
is Gemini? I will leave 1 minute here for people to tell me if you know about Gemini, and if you know it, have you tried it on Bard? Because we have it available on Bard right now. Just give me one word about Gemini. C'est quoi Gemini? Donc Gemini, c'est notre modèle d'intelligence artificielle qui est le plus grand aujourd'hui, mais aussi le plus performant de Google. C'est aussi notre modèle le plus généraliste. On l'a lancé, si je ne me trompe pas, ça fait un petit peu plus que un mois et demi. Donc, on l'a lancé le 13 décembre 2023. C'était une invention et un travail, le fruit du travail de l'équipe de Google DeepMind. Et ce modèle-là est un peu particulier parce que c'est le premier modèle qui a excédé les performances actuelles des autres modèles sur 30 benchmarks à partir de 32. Donc, ça a été rigoureusement testé et on a constaté que sur 30 des 32 références aux benchmarks qui ont été largement utilisés par les autres modèles dans l'industrie, ce modèle-là a été le plus grand mais aussi le plus performant. On parle principalement de Gemini Ultra parce qu'il y a différentes versions de Gemini et Gemini Ultra dépasse les résultats actuels qui existent. Gemini est aussi le premier modèle d'IA qui a surpassé les experts humains avec un score de 90% sur l'un des benchmarks ou les références les plus populaires, qui est MMLU, qui est aussi le Massive Multitask Language Understanding, et notamment sur le nouveau benchmark de multimodalité, c'est-à-dire quand tu utilises pas seulement le texte, mais aussi les images en même temps et l'audio en même temps, avec un score de pointe de plus de 59%. Alors, comment on peut l'utiliser? Gemini a été optimisé sur 3 différentes tailles. Il est capable de fonctionner quasiment sur tous les appareils, des appareils mobiles, mais aussi dans des centres de données. Donc, on a 3 versions. La toute première version, c'est Gemini Ultra, qui est notre modèle le plus performant et le plus grand pour les tâches qui sont surtout très complexes. Par la suite, on a une version qui s'appelle Gemini Pro, et je pense que tout le monde ici a accès à cette version-là sur le nouveau Bard Advanced. C'est notre meilleur modèle pour évaluer sur un large éventail de tâches. Donc, il peut répondre à des questions de raisonnement. Il peut résoudre des problèmes mathématiques. Il peut vous aider à coder, créer des applications. Il peut vous aider à faire quoi que ce soit. Moi, personnellement, je l'utilise à tous les jours et je trouve que ça m'aide énormément dans mes tâches. Ça m'aide aussi à réécrire ou réadapter certains de mes emails. On a aussi la petite version qui est le Nano, et c'est notre modèle le plus efficace pour les tâches qui sont sur des appareils plutôt intelligents. Quoi d'autre? Donc, une des choses qui est très importante par rapport au Gemini, c'est qu'il est multimodèle. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que vous pouvez utiliser Gemini en écrivant du texte, mais aussi en parlant en audio, mais aussi en donnant des images. Et d'ailleurs, je l'ai utilisé récemment pour analyser des spectrogrammes parce que je voulais comprendre un peu ce qui se passe dans l'audio. Donc, j'ai utilisé des images, pas mal d'images, je pense à peu près une dizaine d'images sur Gemini, et la capacité de ce modèle m'a impressionnée. Elle était phénoménale à analyser des images, même quand on pose des questions scientifiquement très pointues et très complexes. D'ailleurs, ça fait à peu près 2 semaines, j'ai fait une présentation similaire à des docteurs, des médecins en Tunisie aussi, et j'ai demandé à des spécialistes de poser leurs questions à Gemini, et ils ont été impressionnés aussi par les résultats et la précision des réponses de ce modèle. Donc, la dernière chose que je voulais vous montrer aujourd'hui, parce que je pense, j'ai encore plus à vous montrer, il y a énormément de nouvelles que j'aimerais partager avec vous, mais on va laisser aujourd'hui un petit
léger et high level. Je vais vous montrer la dernière vidéo sur Gemini pour que vous puissiez peut-être penser aussi à des use cases que vous pouvez utiliser. Et par la suite, on va faire une petite discussion sur les cas d'utilisation. Hi. Here we go. Here we go. Tell me what you see. Tell me what you see. I see you I placing see a you piece of placing paper a on piece the of table. paper on the table. I see a I squiggly see a line. squiggly line. What about now? What The about contour now? lines The contour lines are smooth and flowing, with no sharp angles or edges. jagged edges. It looks like a bird. It looks like a bird to me. What if I add this? What if I add this? The bird is swimming. The in the bird water. is swimming It in has the a water. long neck It has a and beak. long It neck is a and duck. beak. It is a Yes. duck. A duck is a Yes. type of A wasp duck in is a water. type of Can wasp you in teach me how water. to say this in Can a you teach me how to say this in a different language? Give me a few options. And give me a few options. Ooh, can you explain how to Ooh, pronounce can you the explain how to Mandarin pronounce the Mandarin one? one? Is it Yatze? Yatze. Is pronounced with a first tone. In In Mandarin, there are four tones, which are essential to distinguish the meaning of words. The first tone is a high-level tone. Oh, okay. The duck is in the The middle duck of the is in the ocean. middle of the There is ocean. no land There is no land nearby nearby for the duck to Okay. Based on Okay. what you see, Based on what you come up see, with a game come up idea. with a game idea. Oh, and use Oh, emojis. and please. use emojis, please. How about this? How about We this? can play a We can play a game Guess called the Country. Guess the Country. Sure, let's do it. Sure, let's do it. Clue 1. Clue 1. This country This is the country home is of the the home of the kangaroo, kangaroo, the koala, and the Great Barrier Reef. Oh, that's Oh, easy. that's easy. Clue 2. Clue 2. This country loves football and has won the most men's World Cups in football history. Hmm. Voilà, donc dans cette vidéo, on est en train de voir comment ce modèle est en train de comprendre les images, les vidéos, l'audio et est en train de répondre d'une manière très rapide, mais aussi d'une manière très intelligente. Donc, je voulais juste vous montrer ces vidéos pour vous laisser réfléchir sur comment vous pouvez aussi le leverager dans le futur dans vos cas d'utilisation. Maintenant, je vais passer ces slides-là et on va commencer à parler des cas d'utilisation parce qu'on n'a pas énormément de temps. Donc, une des choses que je trouve très intéressante à faire en utilisant les Large Language Models, c'est l'automatisation de certaines process. Et je vais vous donner un exemple d'un projet sur lequel je travaillais. Et ça ne m'a pas pris beaucoup de temps, mais c'était un projet dans lequel la compagnie... la façon avec laquelle ça fonctionne, c'est qu'ils doivent revoir plusieurs lettres, des lettres d'application pour des jobs. Et ils doivent identifier certaines informations, tout en laissant ça de manière sécure et sans avoir de la décision, mais juste extraire des informations sur combien de temps cette personne a travaillé dans ce domaine-là, est-ce que cette personne a de l'expérience dans telle chose, etc., etc. Donc, à la place de faire ça d'une manière manuelle, on a rédigé toutes ces questions que l'individu est en train de chercher des réponses pour ces questions. On les a rédigées quelque part et ce qu'on a fait, c'est que on a créé un script en Python qui va, à chaque fois, on met un document, automatiquement, il va extraire tout ce qui est écrit en utilisant l'OCR. Donc, il y a des API qui font ça sur Google, comme la Vision API. Et par la suite, on a posé la question à ce modèle-là en utilisant les paragraphes qui ont été extraits par le modèle. Par exemple, c'est quoi le titre actuel de cette personne-là? C'est quoi le nombre d'années d'expérience de cette personne-là? Dans quelle région réside cette personne-là? Donc, une fois on donne ce document-là, automatiquement, on voit que le modèle est en train de répondre à ces questions. Et à la place de passer des heures et des heures et des heures à revoir ces documents, parce que ça prend à peu près une vingtaine de minutes par document, on était capable de faire une centaine de documents en juste quelques minutes. Donc ça, c'est une chose que vous pouvez utiliser aussi en utilisant tout simplement ces modèles génératifs. Et ça ne nécessite pas beaucoup de connaissances parce que vous êtes en mesure d'utiliser ces modèles tout simplement en les appelant par API calls. Un autre cas d'utilisation, c'est le Customer Service Rep Support. Donc aujourd'hui, on vit dans un monde où tout se passe en ligne. On est en train
de faire notre shopping en ligne, donc on est aussi en mesure de contacter certaines de ces marques-là en utilisant des chatbots. Certains de ces chatbots sont automatisés, mais d'autres ne le sont pas, parce que c'est très critique, surtout si on parle avec des agences de réputation ou avec des hôtels. Donc des fois, on nous met en contact directement avec des humains, alors que ces humains-là sont en constant conflit avec les utilisateurs ou les clients. Pour soutenir ces personnes-là, ce qu'on était capable de faire, c'est qu'à la place d'être assis pendant 5 heures, et à chaque fois tu as un nouveau client qui va te dire « moi j'ai un problème avec ce service-là la semaine dernière j'ai eu un problème similaire et je n'ai pas encore eu de solution, etc. etc. » Ce qu'on a fait, c'est qu'on était capable de résumer toutes les conversations précédentes de cet utilisateur ou ce client, et on donne un résumé très rapide à ce Customer Service Rep pour qu'il puisse régler le problème rapidement. Non seulement ça, ce qu'on a conseillé de faire aussi, c'est qu'on a un outil qui s'appelle Vertex AI Search, et il y a aussi certaines personnes qui ont probablement utilisé le concept du RAG, et ce concept-là permet d'aller dans la documentation en interne et de trouver les réponses à ces questions-là d'une manière très rapide. Donc, à la place d'utiliser le modèle de langage d'une manière random, on peut avoir des réponses précises de ces documents-là qui existent en interne. Donc ça, c'est un autre cas d'utilisation. Autre chose, donc si vous êtes en train d'utiliser Facebook ou Instagram ou peu importe le réseau social où vous allez et où vous travaillez dans la vente, donc vous allez avoir pas mal de commentaires sur des produits, donc vous pouvez utiliser tous ces commentaires-là pour comprendre la satisfaction des clients par rapport à certains de ces produits. Est-ce que ce produit fonctionne bien? Est-ce qu'il y a des problèmes avec ces produits? Lequel est le plus populaire? Tout ça aussi peut être automatisé en quelques minutes si vous faites un bon travail dans le background. Le dernier use case que j'aimerais mentionner, je pense que c'est un use case très populaire, et pour celui-là, j'ai eu une conversation avec une personne qui travaille en marketing et qui m'a dit Rihanna, moi j'utilise certains de ces modèles pour générer de la description de ces produits-là, mais j'en reçois quand même, je travaille sur des millions de produits parce qu'elle travaille avec une grande entreprise de marketing qui travaille avec plusieurs autres entreprises. Donc, je lui ai dit, en fait, ce que tu veux faire, c'est que tu peux automatiser ça. À la place d'aller dans ces applications-là et de poser la question pour chacun de ces produits, tu peux tout simplement créer une liste de ces produits-là, et à chaque fois, tu appelles le modèle et tu changes le nom du produit par celui qui existe dans la liste, et tu lances ce script-là pour que ça te permette de générer des descriptions qui peuvent t'aider à raffiner ta propre description ou à t'aider à générer du nouveau contenu pour chacun de ces produits d'une manière beaucoup plus rapide. Donc, j'ai d'autres contenus pour vous, mais je vois qu'il est 1h08, donc je vais m'arrêter ici et je vais voir si ça a été clair pour vous, si ça a été enrichissant, et aussi si vous avez des questions. Je pense que la majorité est sur mute, donc je vais me diriger vers le chat. Ouais, il y a une question de Raouda sur l'architecture de Gemini, du modèle Gemini. Là, je t'entends, je pense. Est-ce que tu peux parler? J'ai dit qu'il y a une question attends, je remonte doucement dans la file de... Oui. Est-ce que, voilà, cela est ma première question sur est-ce que vous avez des références clients publiques, bien sûr, qui utilisent Gemini en production pour leur use case? Ça, c'est la première question. Il y en a plusieurs. Je pourrais peut-être vous envoyer ça sur le chat. Vous allez trouver ça sur le site de Google Cloud. Donnez-moi un instant. On a déjà des clients qui ont fait
qu'ils ont fait des annonces publiques, ils ont écrit des blog posts, comment ils utilisent Gemini en production. Parmi ces clients, je sais qu'on a Wendy's, qui est la chaîne de restauration. On a aussi GitHub. Je peux vous envoyer la liste. Je vais te laisser lire la deuxième question, Samir, le temps que je trouve mes références. La deuxième question de M. Nadridi. Could you elaborate on the methods used to evaluate the performance of code generation models like Codea, specifically focusing on their ability to understand and replicate code structure and nesting? This is the first question. Mm-hmm. Could you elaborate on the methods used to evaluate the performance of code generation models like Codea, specifically focusing on their ability to understand and replicate code? Ça, je pourrais en fait envoyer l'article de recherche et il y a une section qui n'est pas... Je te conseille de revoir aussi Gemini parce qu'il y a toute une section qui parle de l'évaluation du code dans Gemini. D'ailleurs, je pense que la question d'après parle de ça. Donc, je vais mettre sur le chat l'article scientifique, le papier scientifique de Gemini. Donc, donnez-moi juste un instant. Je suis en train de chercher mon article. D'ailleurs, je pense que j'ai mis un résumé sur Gemini récemment sur LinkedIn. Donc, je peux vous partager aussi le lien du post. Et dans le post, vous allez trouver l'article scientifique. Attends, je vais parler. Donnez-moi un instant. Voilà, je vais mettre ça ici. Donc, dans ce post-là, j'étais en train de décrire les capacités de Gemini. En résumé, je pense que c'est un article scientifique de 62 pages ou 63 pages. Et il est résumé dans ce post. Et vous allez trouver dans les commentaires le lien vers l'article scientifique qui va répondre aussi à tes questions, Emna. Donc, pour évaluer la performance de ces modèles-là, il va falloir revoir les articles scientifiques. Si tu veux que je t'explique comment ça se passe, on peut aussi faire une session détaillée sur le benchmarking. Je vais regarder la deuxième question. Can you explain the differences in effectiveness between few-shot prompting and fine-tuning for adapting large language models to specialized tasks or domain-specific languages? Ouh, ça c'est une très bonne question. D'ailleurs, il va falloir expliquer la différence entre few-shot prompting and fine-tuning. Donc, ça dépend en fait. Ça dépend de qu'est-ce que vous voudrez faire, mais aussi c'est quoi les capacités que vous aviez. Donc, le few-shot prompting, c'est quand vous posez une question au modèle et par la suite, vous posez une follow-up question ou vous pouvez une question encore plus détaillée. Vous donnez des exemples, vous donnez des contextes pour que le modèle puisse comprendre. Et c'est une méthodologie qui est apparue d'être très efficace si vous utilisez les best practices du prompt engineering. C'est une méthodologie que je recommande pour les personnes qui ne sont pas techniquement très avancées. Donc, qui veulent avoir du résultat de ce modèle-là, tout simplement en posant des questions. Et je pense que c'est une méthodologie qui est très, très, très efficace. Le fine-tuning, donc le complete fine-tuning aujourd'hui n'est pas quasiment disponible. Je pense qu'on parle plutôt du parameter efficient fine-tuning qui va aller échanger quelques paramètres dans le modèle, parce que quand on parle de large language models, c'est des modèles larges. On parle de 300 billions de paramètres, de 500 billions de paramètres, de 600 billions de paramètres. Donc, si vous voulez fine-tuner ça sur de l'infrastructure, des GPU ou des TPU, good luck on how much you're gonna spend. Tu peux aller dépenser peut-être des millions de dollars. Donc, le fine-tuning aujourd'hui existe dans une version un peu plus légère qui s'appelle Parameter Efficient Fine-Tuning. On parle de LoRa, on parle d'autres technologies que même sur Google Cloud, we provide this d'une manière très facile. Là où tu peux donner tes fichiers de données. Par exemple, tu es en train de travailler dans un domaine très spécifique et tu veux que le modèle classifie les données à la façon que tu aimerais que ce soit classifié. Donc, tu vas donner des exemples
de input et output sous un format CSV ou JSON-L et tu vas le fournir au modèle et il va fine-tuner sur des GPU qui vont être recommandés. Et là, le modèle va adopter le ton de la voix, la façon avec laquelle tu classifies ces entités-là. Donc, si vous avez une connaissance un tout petit peu plus avancée, si votre besoin est vraiment très précis et vous avez le temps aussi et les moyens de dépenser sur l'infrastructure, je vous conseille dans ce cas-là d'aller vers le fine-tuning. Donc, ça, c'est ma réponse pour la question de Emna. J'espère que ça peut t'aider. La dernière question, je pense qu'on a encore 5 minutes. Je suis un étudiant ingénieur en statistique et d'analyse d'informations. Par quoi je dois commencer pour bien maîtriser le GenAI? Tant mieux pour toi. Je pense que j'ai un livre à côté de moi. Je vais juste arrêter la caméra. Je vais apporter le livre. Je pense que c'est un bon début pour toi. Il y a ce livre-là que je pourrais recommander, Generative Deep Learning. Je pense qu'il serait intéressant pour comprendre parfaitement le Generative AI parce qu'aujourd'hui, quand on parle de GenAI, il y a une différence entre quelqu'un qui maîtrise la technique derrière et quelqu'un qui maîtrise le prompt engineering. Donc, soyez les deux. Si vous voulez, surtout si vous êtes étudiant ambitieux, aujourd'hui, il n'y a pas d'obstacle pour apprendre. Il y a tellement de vidéos. Je pense que je vais commencer moi-même à faire des vidéos vulgarisant un peu la science derrière l'IA générative, tout en étant, comment dire, simple dans mon explication, mais il y a déjà pas mal de personnes qui expliquent ça. Je te recommande de commencer à étudier ce que c'est les transformateurs. Donc, il y a un papier de recherche intéressant qui s'appelle Attention is all you need. Et peut-être une autre journée, je vous raconte l'histoire derrière ce papier de recherche-là. C'est une très belle histoire. Par la suite, je te recommande aussi de pratiquer comment je peux fine-tuner un modèle, par exemple, comme la question de Emna. Comment j'évalue ce modèle? Comment je mets un modèle en serving? How do I serve a model pour que les autres puissent l'utiliser? Comment... qu'est-ce qu'un modèle peut dépenser au niveau de l'infrastructure? Donc, pense à ces questions-là, lis des livres, regarde des vidéos, même une vidéo par jour, je pense que ça va te permettre d'avoir une très bonne connaissance d'ici un mois ou 2 mois. Et si tu as besoin aussi des conseils, n'hésite pas à me contacter directement sur LinkedIn, ça me fera énormément plaisir de t'envoyer des ressources. Je dis la même chose à tout le monde. Si je peux aider en quoi que ce soit, je suis certaine que pas mal de personnes ici sont bien mieux que moi dans ce domaine-là. Je suis juste là pour partager un petit peu de ce que je connais. Mais si je peux aider en quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter directement sur LinkedIn. Et je vois qu'il nous reste 2 minutes, donc je te laisse le mot de la... Bon, il y a une question, je ne sais pas si tu as répondu, Rihan, sur la question de Raouda. Je veux avoir plus... je veux savoir plus sur l'architecture du modèle Gemini. Est-ce que vous pouvez nous fournir l'article de cette étude? Oui, en fait, j'ai mis le lien du Ah, post. d'accord. J'ai déjà mis ça, mais je vais mettre le lien tout de suite de l'article de Gemini. Tunisian AI Society, how could Gemini be used to improve existing Google products or services? Et en fait, c'est déjà le cas. On utilise Gemini un peu partout. C'est comme de l'épice, c'est comme la harissa en fait. On l'utilise partout maintenant dans nos produits. Donc, vous allez voir, il est dans Google Search, dans YouTube, dans Google Meet, vous pouvez prendre des notes. Je vais utiliser quelques minutes pour parler de ça parce que c'est important. Pour les gens qui ont des emails Gmail, surtout si vous faites partie d'une entreprise, donc l'écosystème Google, ça s'appelle Google Workspace. Ça contient Google Meet, Google Chat, Google Drive, Google Photos. Donc, tout ça, c'est Workspace. Donc, on a déjà commencé à intégrer Gemini. Donc, si vous faites une rencontre, par exemple, sur Google Meet, vous allez voir
un bouton qui va pouvoir prendre des notes pour vous et qui va pouvoir aussi prendre des action items. Donc, si je dis aujourd'hui, Emna ou Rauda, écoute, je vais t'envoyer quelque chose, ça va m'envoyer une note. Hey, Rihanna, il faut que tu envoies ça à Emna ou Rauda. Donc, ça va me rappeler de faire ça. C'est aussi dans Google Sheet. Google Sheet, il y a Gemini là-dedans, est super intelligent. Il trouve des formules pour toi, mais il y a aussi Do It AI, dont j'ai parlé dans Google Sheet. Peut-être un autre jour, je vais vous faire une démonstration sur ça. Mais vous pouvez dire, dans Google Sheet, par exemple, vous avez une table. Donnez-moi la somme de toutes les transactions qui existent dans Cheat. Donc, vous allez voir qu'il y a une formule qui va apparaître pour vous, qui va être faite automatiquement pour vous. Pareil pour Google Slides, ça génère des présentations automatiquement pour vous, ça génère des images pour vous. Donc, Gemini est intégré quasiment comme Larissa en fait un peu partout dans nos solutions et c'est même difficile de suivre pour quelqu'un qui travaille à Google et qui utilise ça à tous les jours. Il y a des choses que j'arrive pas à suivre des fois. Donc, ça veut dire, c'est comme copilote, Gemini, il peut nous faire le compte rendu de la réunion, c'est ça? Absolument. Si vous avez utilisé Google Meet, oui. Mais là, on est en train d'utiliser Zoom. Mais par contre, s'il y a un enregistrement, on peut quasiment utiliser les autres services de Google Cloud pour transcrire la vidéo, pour résumer la vidéo et pour donner aussi des recommandations. Donc, l'intelligence artificielle... S'il peut extraire les highlights, ça serait top, quoi. Absolument. On peut faire ça. On peut même faire une démonstration pour les étudiants qui sont ici. Comment on fait ça rapidement? Mon seul conseil aujourd'hui, je ne suis pas là pour donner des conseils, mais la seule chose que je peux dire, utilisez l'IA autant que vous pouvez parce que c'est un outil magique de productivité qui peut vraiment booster votre efficacité. Il ne faut pas avoir peur de la technologie. Il y a une question de Madame Salma sur est-ce que les dialectes arabes sont pris en considération par l'outil de transcription de Google? Absolument. Pas tous les modèles, mais Sherp a le langage arabe, oui, et avec différents dialectes. Ah ouais, c'est top. Oui. D'ailleurs, sur YouTube, vous avez probablement vu que certaines séries de télé. Hier, je regardais un podcast très intéressant en fait d'une fille tunisienne brillante qui s'appelle Deep Conversions. Et j'ai vu que sur YouTube, il y avait la transcription en arabe de ce qu'elle disait, même si c'était le dialecte tunisien. Donc oui, ça existe. Anyone here is in Toronto? Oui. C'est pas une question technique, mais oui, c'est moi. C'est top. Merci Rihanna pour la disponibilité et la gentillesse. C'était super intéressant et super agréable d'avoir un talk avec toi. Et surtout, bon voilà, tu as vu la réaction de nos participants que je remercie infiniment pour pour leur disponibilité surtout un samedi après-midi. Et on va continuer sur ce sujet parce que on a un autre membre connu dans le monde un peu Google et dans le monde d'ingénierie. On aura un masterclass de Dr. Ahmed Zitouni sur le LLM. C'est un chercheur en LLM chez Google US. Et donc, il va nous parler un peu, de cette histoire des LLM et sa roadmap, surtout, côté Google et qu'est-ce qu'ils envisagent un peu de faire dans le futur. Et donc, on va continuer avec notre membre, Ahmed Zitouni, que je remercie infiniment, qui va nous parler peut-être avant Ramadan ou là-bas de Ramadan. Bon, je sais pas sûr, parce que Ramadan, c'est une pause pour les Tunisiens. On prend une pause d'un mois. C'est pas grave. En tout cas, moi, j'essaye d'être disponible pour les gens qui veulent apprendre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je vois qu'il y a beaucoup d'intérêt aujourd'hui dans la session. Donc, Inch'Allah, Lyoum, vous allez avoir la chance d'être avec vos familles, de profiter de votre samedi soir. C'est le plus important. Et par la suite, quand vous revenez, si vous avez besoin de prendre un peu plus sur l'intelligence artificielle, n'hésitez pas à me contacter. Ça me fera énormément plaisir de soutenir tout le monde. Et merci à toi, Semi, pour cette opportunité de rencontrer Touensa. Avec grand plaisir. Et en plus,
un peu partout dans le monde et c'est toujours magnifique de gérer, de voir un peu ces Tunisiens réagir et surtout parler technologie. C'est très important de parler technologie. Donc, c'est très important parce que c'est l'avenir, c'est le futur, c'est l'avenir. Et donc, c'est magnifique de sensibiliser. Et surtout, de ton côté, Rehan, c'est très important parce que voilà, donc, nos étudiants, nous, gérer, notre public, je dirais, vous êtes une source d'inspiration pour eux. Et je te remercie infiniment pour cette disponibilité, cette gentillesse. Et je vous souhaite tous une agréable soirée le samedi soir. Et toi aussi, Rehana, parce que bon, voilà, ton après-midi commence. Et puis, j'irai, n'hésitez pas. Et peut-être on fera, j'irai, un deuxième mi-temps un autre jour, Rehana. Absolument, avec grand plaisir. Merci, merci. Allez, je vous dis bonne soirée et bon week-end à tout le monde. Au revoir, bye bye. Merci. Bye bye.